Oui, bonjour. Alors, je pense que je dois avoir un jingle. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous. Merci de venir sous ce chapiteau aéré. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Je vais vous présenter d'abord nos participants à cette table ronde consacrée au plan de relance et au climat. Donc je vais commencer par ma voisine de droite, Valérie Masson-Delmotte, chercheuse à Paris-Saclay, coprésidente d'un groupe d'experts auprès du GIEC. Son avis sera très précieux, pas seulement parce qu'il fait chaud dehors, mais parce que c'est une question cruciale au cœur de nos sociétés. À sa droite, je poursuis mon tour de table. Michel Fredo, BCG, un des leaders cabinet en conseil, stratégie et conseil direction générale. Lui-même est spécialisé sur les questions de transformation. Il est patron du centre climat au niveau mondial. BCG, j'indique, c'est important pour nos discussions, conseille de nombreux États sur ces questions de transformation et partenaire de la COP Glasgow. À sa droite, Jean-Pierre Farandou, un visage connu, patron de la SNCF depuis 2019, une entreprise évidemment au cœur des transformations, mode de transport vertueux. Son avis sera très, très important. Je veux maintenant parler de nos amis qui sont en distanciel, puisque cette année, on a à la fois la chance d'être présent ici, mais nous avons aussi 3 participants. Alors, je commence par Valentina Bossetti, chercheuse, université Bocconi, spécialisée dans les questions de transition énergétique. Ensuite, alors, sur l'écran, je ne sais pas si c'était... alors, je vais me lancer. Linda Hassenfratz, voilà, de l'entreprise Linamar. Voilà, elle lève la main, bonjour. Et puis enfin, Madame Luca Katselli, Banque nationale de Grèce, bonjour. Voilà, je sais que c'est un petit peu plus difficile en distanciel, mais nous vous remercions d'être présents avec nous à distance. Alors je vais donner la parole à la personne que je n'ai pas présentée, Claire Vézan, du Cercle des économistes, directrice générale adjointe d'Engie, également longue carrière au sein et à haut niveau des cabinets ministériels. Je vais laisser le soin à Claire de nous présenter le cadre de cette table ronde. Merci Bruno. Bonjour à tous. Alors, sujet d'actualité s'il en est, 49,6 degrés dans l'ouest canadien cette semaine. Je pense que nous l'avons tous noté. Cette réalité fait suite à d'autres événements climatiques spectaculaires ces dernières années. On peut penser aux incendies en Suède, mais il y en a d'autres. Et je crois que de plus en plus, et j'espère en tout cas, que nous sommes tous convaincus que le changement climatique, ça n'est pas un sujet pour les générations futures, c'est notre sujet. Donc le changement climatique, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Alors comment dans ce contexte ignorer l'occasion que représente la sortie de la crise, la sortie du Covid, pour réorienter les investissements et pour accélérer la transition écologique et énergétique. Alors, première remarque, les besoins de financement sont absolument considérables. L'Union européenne seule chiffrait il y a quelques mois les besoins de financement dans l'Union européenne à quelque chose comme 400 milliards d'euros par an, et ce sur les prochaines années, consacrés pour 30% au changement de l'offre et pour 70% au changement de la demande. Et ça, c'est le premier point, la transition énergétique. Elle nécessite à la fois de changer nos modes de production et de consommation, et de changer tout particulièrement dans des secteurs comme le bâtiment ou les transports, et nous y reviendrons. Mais elle nécessite également de verdir le mix énergétique. Alors 400 milliards d'euros par an, c'est considérable. Ça veut dire qu'il va falloir de l'investissement public, mais aussi de l'investissement
privée. Deuxième remarque, la question est à vrai dire beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plan de relance, mais la réalité, c'est que l'économie mondiale est en train de redémarrer très vite. Et à vrai dire, la question est moins celle d'un réglage macroéconomique pour relancer l'activité maintenant que celle d'une réallocation dans la durée des investissements pour permettre la transition écologique. Troisième remarque, il s'agit donc à la fois d'investissements publics mais aussi d'investissements privés, compte tenu des montants qui sont concernés. Mais même pour orienter ces investissements privés, le rôle de la puissance publique est absolument clé. Qu'il s'agisse de subventions publiques, de dispositifs fiscaux, de réglementation ou d'outils comme le prix du carbone. Alors, un mot sur le prix du carbone, parce qu'on est à Aix et que les économistes ne comprendraient pas qu'on ne parle pas de prix du carbone. Un mot pour se dire que ce sujet de prix du carbone donne lieu aujourd'hui à de très grands débats en Europe sur la question du champ pertinent. Une remarque simplement, et en particulier l'inclusion dans l'ETS des domaines du bâtiment et des transports. Un mot pour se dire que, quel que soit l'outil concerné, quel que soit l'outil utilisé, il ne faut pas se cacher que la transition écologique a un coût. Et que ce coût, il doit de toute façon être pris en compte pour compenser les ménages qui ne peuvent pas le supporter. Ceci est vrai que ce coût soit perçu par des réglementations, des outils réglementaires qui interdisent tel ou tel mode de consommation, par exemple, qui poussent à changer de voiture, par exemple. Donc on peut le faire de manière réglementaire, on peut le faire par le prix du carbone. Dans les deux cas, il faut être attentif aux perdants, et notamment aux perdants qui ne pourraient pas supporter les effets. Et ça, c'est d'autant plus vrai que nous sommes en sortie de crise, dans une période où la vulnérabilité de certaines parties de la population s'est accrue. Je pense en particulier aux jeunes, aux moins bien insérés sur le marché du travail, et dans un certain nombre de pays, aux femmes qui ont particulièrement souffert de cette période Covid. Alors, dernière remarque, puisque le temps court. Le rôle de la puissance publique est clé, et une partie de ce que doit faire la puissance publique, elle est la seule à pouvoir le faire. C'est notamment la partie qui concerne l'encouragement de l'innovation, du développement de certaines technologies pour permettre une transition énergétique qui ne se fera pas uniquement avec les technologies qui sont matures aujourd'hui, mais qui nécessitent également que de nouvelles technologies émergent. Alors, quand on dit ça, c'est évidemment très difficile, parce que c'est très difficile pour la puissance publique de choisir quelles seront, au fond, les technologies qui seront sur la ligne d'arrivée, quel sera, par exemple, dans le domaine énergétique, le mix énergétique décarboné à horizon 2050. La réponse à cette question, c'est qu'il faut que le décideur public laisse l'ensemble des choix ouverts. Il faut viser un mix diversifié et il faut éviter les choix trop unidimensionnels qui risqueraient sinon d'être coûteux à terme en termes de pouvoir d'achat et de compétitivité de l'économie. Pour le dire encore autrement, en matière de transition énergétique, il y aura un mix demain très certainement très diversifié. Quelles seront les solutions de stockage qui sont absolument indispensables pour stocker les énergies renouvelables intermittentes? On ne le sait pas encore. Et ces technos doivent pouvoir évoluer, qu'il s'agisse de batteries ou qu'il s'agisse de gaz vert, et en particulier d'hydrogène vert. Voilà, j'en finis là. Merci, pour dire qu'il y a autour de cette table à la fois des représentants académiques, des représentants des politiques publiques, des représentants des entreprises. Donc on a absolument tout ce qu'il faut pour traiter la question. Alors, Valérie Masson-Delmotte, je vais reprendre le premier point de Claire pour lancer votre intervention. Le changement climatique, c'est maintenant. Vous avez fort heureusement contribué à faire baisser pavillon climato-sceptique. On n'en est plus là. Le changement climatique, c'est maintenant. Et j'allais dire, c'est encore plus urgent si on s'en tient aux derniers rapports, notamment celui du Haut Conseil pour le climat. La situation est peut-être encore plus alarmante que les trajectoires qui avaient été fixées, on va peut-être être obligé d'accélérer. Oui, pour planter le décor, donc, on rajoute des gaz à effet de serre en quantité colossale. Jusqu'à avant la pandémie de 2020, ça n'a fait qu'augmenter.
On piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace, le climat réagit à cette perturbation, ça entraîne une accumulation d'énergie dans l'océan, ce qui rend le changement qui a déjà eu lieu irréversible. Ça entraîne une fonte généralisée de la cryosphère, tout ce qui est enneigé, englacé. Et puis quand le climat change au niveau planétaire, directement, ça affecte un ensemble de caractéristiques dans toutes les régions du monde. Donc des températures qui augmentent, des extrêmes froids moins fréquents, des extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, au Canada, en France, comme partout ailleurs, sur Terre comme en mer. Ça modifie le cycle de l'eau. Une des régions qui est un des points chauds du changement climatique, c'est par exemple la région méditerranéenne, où un certain nombre d'aléas sont directement liés au niveau de réchauffement planétaire, l'augmentation de la sévérité des sécheresses, l'augmentation de l'intensité des pluies torrentielles dans le sud-est de la France, comme dans beaucoup d'autres régions du monde. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Et puis également une augmentation de l'aléa feu de forêt. Ça, c'est directement lié au niveau de réchauffement planétaire. Alors la pandémie, c'est un effet temporaire. Donc pendant les périodes de confinement, le ralentissement économique, une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre purement temporaire d'environ 6%. On n'en a même pas vu les effets sur la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui a continué à monter. C'est un petit peu baissé en 2020, mais ça remonte en 2021. Le niveau dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, on a un petit peu baissé le niveau du robinet puis on l'a rouvert. Le niveau dans l'atmosphère, il a continué à augmenter. C'est quasiment indiscernable. Donc ce qui va être essentiel, c'est la relance de l'activité économique, de l'emploi. C'est ça qui peut avoir des effets durables ou pas. Donc selon ce qu'on choisit de soutenir, si c'est les secteurs très intensifs en énergie fossile sans conditionnalité, on va verrouiller des trajectoires très émissives en gaz à effet de serre, et donc des émissions qui vont continuer à augmenter sur les années, les décennies à venir, et un réchauffement plus important. A l'inverse, si les plans de relance favorisent les transformations structurelles, les infrastructures qui favorisent tous les aspects, tous les secteurs bas carbone, là, en fait, au contraire, on peut gagner. Si on prend les promesses qui ont été faites en 2015 par tous les pays, si elles sont toutes réalisées, ça impliquerait dans le monde des émissions de gaz à effet de serre quasiment stables à horizon 2030. C'est pas ce qu'il faut pour maîtriser l'évolution du climat. Il faut que les émissions mondiales de CO2 baissent le plus vite possible, parce que ce qui conditionne l'évolution future de la température à la surface de la Terre, c'est le cumul des émissions passées, présentes et à venir de CO2. Donc tant que c'est pas à zéro net, le climat continue à dériver. Et puis après, c'est l'effet net des autres facteurs humains, les autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane, et puis l'effet parasol des particules, ça, il faut réussir à le faire baisser également. Donc tout ce qui va jouer en particulier sur les infrastructures très intensives en énergie fossile, en leur faveur ou en leur défaveur, c'est ça qui va conditionner l'évolution du climat. Alors quelques points clés du rapport du Haut Conseil pour le climat. Le plan de relance, par exemple, de plusieurs pays européens fait partie des, entre guillemets, meilleurs élèves dans le monde. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni également. Mais en fait, la fraction dans les pays de l'OCDE qui est favorable au climat, c'est environ, je crois, 17% des investissements colossaux. Mais la fraction qui est défavorable, donc qui va soutenir l'utilisation croissante d'énergie fossile, c'est le même ordre de grandeur. Donc on est dans une situation qui est vraiment pas du tout à hauteur des enjeux côté climat. Et je précise que s'il n'y a pas une action plus importante, on est parti en fait sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qui conduirait à un réchauffement qui atteindrait de l'ordre de 2 degrés en 2050, 3 degrés autour de 2100. C'est l'ordre de grandeur des trajectoires actuelles. Et le dernier point que je voulais mentionner, qui est très largement abordé dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est engager l'adaptation. Donc il y a sur le climat un volet qui consiste à agir sur la cause du réchauffement et un deuxième volet qui consiste à agir sur les conséquences. Les aléas climatiques, ils interagissent avec des vulnérabilités, des expositions, les réponses qu'on y apporte. Et là, il y a un vrai retard à l'allumage partout dans le monde. On le voit partout, on n'est pas adapté même aux conditions nouvelles qu'on voit arriver aujourd'hui. Il faut se préparer à un climat qui va continuer à changer sur les décennies à venir, même dans le meilleur des cas, à un niveau des mers qui va continuer à monter, parce que là, on touche à des composantes lentes qui vont s'ajuster sur des échelles de temps de siècles. Et donc, sur les éléments de réponse, les stratégies publiques, il y a un deuxième point qui est extrêmement important, qui est renforcer la résilience de nos sociétés, de nos infrastructures, et engager vraiment l'adaptation, parce qu'on touche à des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Merci Valérie Masson-Delmotte. Je me tourne vers Michel Frédot. Alors là, cette fois-ci, on va passer dans qu'est-ce qu'on peut faire, que peuvent faire les États, les entreprises. Nous sommes aux rencontres du cercle des économistes. Et puis j'ai envie de dire, combien ça coûte? Qui paie? C'est des questions un peu qui, quand on descend un peu du macro, se posent pour
tous les acteurs économiques et publics. Merci Bruno. Bon, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais déjà par rapport à la scène qui est dramatique, et c'est une réalité, je voudrais peut-être essayer de progressivement amener quelques éléments plus positifs et qui donnent un peu d'espoir, même si les choses sont loin d'être réglées. Vous savez que la COP26 à Glasgow aura lieu en novembre. C'est une COP très importante parce que fait suite à la COP de Paris il y a 6 ans maintenant, où en fait tous les États se sont engagés maintenant à développer leur plan d'action et leurs engagements par rapport à leur trajectoire. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, si on regarde la somme des engagements qu'on a, on est plutôt sur une trajectoire à 3 degrés que 1,5 degré par rapport à ce qui était. Donc à la COP, il est nécessaire de s'assurer que, et ce sont les négociations en cours, que tous les États rendent une copie qui permette de rentrer dans ce qu'on avait dit à Paris, c'est-à-dire well below 2 degrees, avec un objectif à 1,5 degré. Les engagements des pays, derrière ça, il y a des vraies politiques. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas simplement de s'engager à réduire mes émissions. Il faut que derrière ça, il y ait une taxe carbone ou un prix du carbone. Il faut qu'il y ait un vrai plan pour arrêter le charbon. Et d'ailleurs, on a des bons exemples. On parlera de la Grèce, je suppose, tout à l'heure, qui est un bon élève et qui a un plan qui est très clair en termes de décommissionnement des centrales à charbon. Mais ça, il faut que ça se passe partout. Il y a des plans sur la déforestation, l'importance de déclarer ces émissions de façon transparente, de la transparence, et évidemment, tout ce que vous avez dit en termes d'innovation. Et derrière ça, c'est par secteur, avec des vraies politiques qui permettent effectivement de pouvoir s'assurer que les objectifs qu'on se fixe peuvent être déclarés. Donc cette COP est très importante. Il y a aussi, au-delà de ça, des supports entre les pays occidentaux et les pays émergents. Comme vous l'avez dit, l'adaptation, c'est important. Il y a ce fonds de 100 milliards par an qui doit être mis en place. Et il y a un certain nombre d'autres articles. Mais c'est important de voir que cette COP est importante. Et grâce à cette COP, en fait, il y a une sorte de dynamique qui est en train de se passer, que nous observons auprès des entreprises, des institutions financières, et qui est assez rassurante. Il faut savoir que le climat, comme vous l'avez indiqué, c'est un système. C'est-à-dire qu'une entreprise donnée, un acteur donné, peut faire des choses, et doit le faire à sa maille, mais ça ne suffit pas. C'est tout le système qu'il faut changer. C'est l'offre, la demande. Dans l'offre, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Et dans la demande, c'est à la fois des politiques et des standards et des régulations, mais aussi c'est nous, en tant que consommateurs, si on achète ou pas des produits décarbonés. Parce que si nos comportements n'évoluent pas, il ne se passera rien. Donc c'est l'ensemble du système qu'il faut faire évoluer. Et là-dessus, si on prend chacun des éléments du système, c'est là où j'ai plutôt des bonnes nouvelles à partager avec vous, parce qu'on voit au niveau des pays, on l'a vu avec le sommet de Biden il y a quelques semaines, déjà les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris, c'est déjà énorme, parce qu'il représente quand même un gros paquet. La Chine a annoncé un net zéro, donc un engagement net zéro, même si c'est 2060, c'est une bonne base de départ, on n'avait rien il y a quelques années. Derrière la Chine, quand la Chine bouge, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a toute une batterie de pays qui sont en train de s'engager et de développer des plans. Et donc ça, c'est une première dynamique qui est positive. Au niveau des entreprises, nous, on aide la COP, on est leur partenaire stratégique. On aide à la fois sur la COP, mais aussi sur tout ce qui est les États, les entreprises, tout ce qui est non étatique. Et on aide le High Level Champion, Nigel Toppings, qui en fait a lancé ce qu'il appelle le Race to Zero pour engager le maximum d'acteurs, force de proposition, dans un net zéro par secteur au niveau mondial. Donc il y a 20 secteurs. Là aussi, le nombre d'entreprises qui se mobilisent et qui rejoignent le Race to Zero, ce qui leur demande de s'engager pour un net zéro à 2050, mais aussi de s'engager sur des targets qui sont cohérentes avec la science qui s'appelle SBTI, qui valide ça, qui est le standard à l'horizon de 10 ou 15 ans. On voit qu'il y a un doublement des entreprises qui sont rentrées dans cet engagement. Donc il y a un mouvement qui est fantastique. Du côté des investisseurs, parce qu'il y a un financement important à mettre. Vous me donniez les chiffres de l'Europe. La quantification, c'est 150 000 milliards de dollars jusqu'en 2050. C'est-à-dire 3 à 4 trilliards par an qu'on va avoir à financer pour faire à la fois la transition des systèmes électriques et des systèmes énergétiques, enfin l'ensemble des transitions dont on a besoin. Donc il faut que les États s'y mettent, mais il faut aussi que les financiers, les investisseurs et les banques s'y mettent aussi. Et là, il y a l'association bancaire, ça s'appelle le GFANZ, où c'est les banques qui se sont
réunies, il y a 45 banques qui se sont engagées, qui représentent peut-être 40 trilliards de dollars de financement, qui se sont engagées à aider à financer leurs clients sur la transition. Et donc, vous voyez qu'il y a une dynamique qui est en train de s'opérer, qui est quand même très intéressante. Alors, c'est sûr que quand on additionne tout ça et qu'on regarde par rapport, est-ce qu'on va réussir à réduire les émissions de 45% dans les 10 prochaines années? C'est une vraie question. Mais il y a quand même cette dynamique-là. Notre conviction, c'est que, vu le changement qui y a opéré, au niveau du système, mais au niveau de l'entreprise, c'est une transformation complète qu'il faut opérer. Et donc, non seulement il faut traiter des risques, parce qu'il y a plein de risques dans l'entreprise actuelle, parce que son business model a des fortes chances de ne pas être complètement cohérent avec ce dont l'entreprise aura besoin en 2030, dans le contexte, mais il y a aussi des opportunités fantastiques. Et donc c'est l'autre volet de ce message que je voulais porter, c'est que la dynamique est en cours, mais les entreprises ont intérêt à le faire. Les entreprises ont intérêt à le faire parce que leur business model de demain est différent de celui d'aujourd'hui. Donc on peut attendre que les politiques soient là, que les standards soient là, mais le plus vite on arrive, le mieux, enfin le plus tôt on démarre, le plus tôt on arrive à construire un avantage concurrentiel. Je vais m'arrêter là et passer la parole au suivant. Merci Michel Fredo. On fonce à Athènes. On va rejoindre Luca Katselli. J'espère qu'elle m'entend, éminente représentante de la Banque nationale de Grèce. Michel Fredo, notre intervenant, saluait à l'instant le bon élève que constituait la Grèce. Je parle en français, mais elle entend une traduction, ce qui permet... I'm not sure if we're a star pupil, but Je souhaite souligner les défis majeurs parce qu'il faut passer des simples promesses à de véritables actions. Je vais soulever quelques points. Il faut prévenir une exacerbation de la crise. Il faut diminuer les effets de la crise et s'assurer que le fardeau est partagé de façon égale et juste. Il faut donc non seulement des promesses, mais aussi des résultats. Quels sont les défis? Pour moi, il y en a 3 en particulier. D'abord, les réponses doivent être mondiales, car cette crise climatique est globale par nature. Mais nous n'avons pas de système de gouvernance mondiale. Donc, il faut se baser sur des accords intergouvernementaux qui prennent du temps. Les politiques ne sont pas contraignantes et souvent sont réduits au plus faible dénominateur. Deuxième défi, il y a les sociétés multinationales qui jouent un rôle important, mais ces acteurs ne se trouvent pas autour d'une table de négociation. Regardez les institutions du Bretton Woods, ce sont les organisations intergouvernementales qui sont autour de la table. Troisièmement, les gouvernements nationaux, au fil des ans, ont perdu une certaine liberté de négociation vis-à-vis des acteurs principaux dans le secteur privé. Donc, les gouvernements ont moins de liberté en termes de réguler le marché, de juguler les crises, même si les gouvernements supportent le coût financier et économique et doivent compenser les perdants. Donc, si vous conjuguez ces différents défis, que doivent faire les citoyens? Eh bien, les citoyens ne font plus confiance au gouvernement, ne pensent pas qu'ils protègent vraiment leurs intérêts. Et le fardeau n'est pas partagé de façon égale. Compte tenu de ces 3 défis, il faut avoir une entité efficace pour juguler cette crise. On parle beaucoup de transition juste. Eh bien, la Confédération des syndicats européens a dit que c'est un plan pour diminuer les émissions de façon à bénéficier toute la société, non seulement les secteurs privilégiés. Donc, il faut partager le fardeau lorsqu'on veut s'attaquer à ces défis environnementaux. On n'a pas de système de gouvernance mondiale. En l'absence de gouvernements nationaux puissants, je souhaite souligner le fait que je pense qu'il n'y a que l'Europe qui puisse
donc faire en sorte qu'il y ait un bien-être collectif assuré. C'est la responsabilité de tous les États européens d'endosser cette énorme responsabilité. On a plus de 500 millions d'habitants. Donc, il y a le pouvoir en Europe de s'assurer qu'il y a un partage du fardeau. Il n'y a pas un seul gouvernement qui puisse juguler ces dangers seul. Si l'Europe a besoin de le faire, et c'est bel et bien le cas, il faut, pour réussir, montrer à tout le monde que l'Europe peut être inclusive, démocratique et juste. Ainsi, on peut impliquer toute la population européenne. Ceci dit, compte tenu de l'ampleur du défi, il y a 2 ans, en 2018, une commission indépendante sur l'égalité durable a été créée, appuyée par l'Alliance progressiste au sein du Parlement européen. J'ai co-présidé cette commission avec l'ancien président du Danemark. Et en novembre 2018, nous avons rendu public un rapport qui s'appelle « Bien-être pour tous dans une Europe durable ». Ce rapport a fait un certain nombre de recommandations politiques pour assurer le progrès socio-économique et pour faciliter le changement, parce que ça, c'est le vrai challenge, rendre ce type de changement possible. Très rapidement, je vais résumer ce rapport en 3 points. Il y a les engagements pris par les Nations Unies, par tous les États membres, de mettre en œuvre donc le rapport du GIEC. Aussi, il y a l'agenda de politique durable qui est une vision alternative du progrès, qui permet de promouvoir le bien-être. Le bien-être, l'agenda 2030, considère que les personnes sont les acteurs et les bénéficiaires de ces changements, au lieu d'être les victimes ou les observateurs passifs. Donc, il ne faut pas mettre exclusivement l'accent sur les investissements et l'économie. Il y a 3 dimensions au changement: économique, social et environnemental. Il faut des mesures dans ces 3 domaines et il faut impliquer tout dans un processus de gouvernance juste. Il faut garantir certaines normes en termes d'énergie. Il faut assurer la réallocation de la main-d'œuvre, du travail. Ceci introduit des systèmes compensatoires pour rendre cette transition plus facile dans les régions dépendantes du carbone. Et évidemment, tout cela facilite la transformation. Cela autonomise la population, ainsi les gouvernements peuvent mieux s'attaquer aux racines du mal. Donc c'est bien beau de le dire, mais comment s'y prendre? Je pense que les recommandations les plus importantes dans le rapport consistent à expliquer comment procéder, comment faciliter le changement, comment faciliter la mise en œuvre. On demande en fait un modèle de gouvernance renforcé en Europe. En d'autres termes, il faut introduire ce qu'on appelle un pacte de développement durable qui remplacerait le fonds de stabilité dans le contexte donc, du semestre multiannuel européen. En fait, de quoi je parle? Je parle de notre processus d'évaluation de politique semestrielle en Europe. Il faudrait le remplacer par ce qu'on appelle un semestre durable. Et dans ce cadre, ce pacte de développement durable remplacerait le pacte de stabilité. Qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Cela veut dire que le pacte de stabilité actuel, qui comporte des indicateurs économiques uniquement pour surveiller la politique des États, c'est-à-dire la dette publique, etc., eh bien, ce pacte devrait être remplacé par ce pacte durable qui emploie des indicateurs appropriés, économiques, sociaux et autres dans tous les États membres. La politique
fiscal aussi peut jouer un rôle et peut favoriser les politiques de développement durable. Je vais conclure en disant que nous avons besoin de politiques pour faire face à cette crise environnementale. Mais pour mettre en œuvre une nouvelle politique, il faut changer les règles du jeu. C'est la seule façon d'y parvenir. Et tous les États membres doivent respecter donc ce nouveau projet pour justement faire face à la crise de l'environnement, pour renforcer la transparence et renforcer aussi la confiance dans les institutions européennes. Donc, cette commission indépendante a travaillé très dur et il y a un grand nombre de recommandations qui ont été proposées et certaines de ces recommandations ont déjà été acceptées par la Commission, par le Parlement européen qui en discutent. Et si on veut progresser, il faut continuer de discuter et de coopérer ensemble. Donc, le suivi de ces propositions est important. Merci, mademoiselle Castelli. Le train, modèle de déplacement vertueux, mais la SNCF a dû aussi se transformer son modèle. Quelle a été votre recette, même si ça fait 2 ans maintenant que vous êtes en place? Bon, moi, je repars très bien de l'urgence quand même. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est que il faut aller vite. Il y a une, non, c'est pas ça. Je me demandais si l'urgence climatique, elle est. Et moi, j'ai souvent en tête la phrase du président Chirac il y a 20 ans, qui nous disait à Johannesburg, la maison brûle et on regarde ailleurs. Il faut qu'on arrête de regarder ailleurs. Il faut vraiment qu'on regarde maintenant cette maison. Il faut qu'on agisse. C'est pas tout de regard. Il faut déjà regarder. Il faut agir. Et quand on vous entend, madame, on se dit qu'il faut vraiment agir parce que les choses ne s'arrangent pas. Et je ne suis pas sûr que cette urgence soit encore partagée d'ailleurs. Il faut revenir à ce point-là. Si le constat maintenant est partagé, je crois qu'effectivement les climato-sceptiques, il n'y en a plus beaucoup, l'urgence à agir, ce n'est pas gagné encore. Et assumer les conséquences de l'action, encore moins. Bon, ceci étant posé, je pense que les transports, c'est un des premiers secteurs qui émet des gaz à effet de serre et du CO2. Donc il faut s'y attaquer. Nous, on a de la chance, c'est que le ferroviaire, dès lors qu'il est électrique, et que l'électrique est décarboné quand même, si l'électrique est fait avec des centrales à charbon, ça ne marche pas. Bon, en France, on a de la chance, c'est une électricité qui est décarbonée. Il peut y avoir le débat sur le nucléaire, il peut arriver, mais enfin bon, en tout cas, factuellement, c'est décarboné. Quelques chiffres, grand public. Le voyage en TGV, par exemple, ce matin, entre Paris et Aix-en-Provence, c'est 50 fois moins que le même voyage en voiture, 50 fois moins. Les ratios sont considérables. Et 80 fois moins que le même voyage jusqu'à Marignane, et en plus, il faut arriver jusqu'à Aix. Voilà, donc les écarts sont considérables. C'est-à-dire que l'empreinte carbone de voyage en train, ça n'a rien à voir avec le même voyage fait par les autres modes. Il faut quand même rentrer ça dans la tête. Donc la réponse, elle est toute simple. Il faut encourager le report modal. Voilà, si on veut avoir un effet sur la réduction du CO2 dans les transports, la première action à court terme, c'est encourager le report modal. Et moi, d'ailleurs, j'ai une vision là-dessus, parce que je pense qu'en termes d'action dans les entreprises, ça a été dit par mon voisin, les entreprises, on est des lieux de l'action. Normalement, l'entreprise, ce qui le caractérise, c'est quand même des objectifs, des indicateurs, voilà. Il faut une vision. La vision de la SNCF qui est un petit peu gonflée, mais je crois qu'une vision ne vaut que c'est les taux d'acieuse, c'est x2. Ça a le mérite d'être simple. Moi, l'ambition que je donne à la SNCF, je vais faire français, c'est de transporter 2 fois plus de personnes dans 10 ans et 2 fois plus de marchandises dans 10 ans, parce qu'on parle moins des marchandises, mais c'est à l'évidence aussi un enjeu considérable. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. C'est pas tout de le décréter, il faut le faire. Je pense que l'entreprise elle-même a des choses à faire en matière de services, en matière d'accessibilité par les prix, voilà, il y a d'innovation, bien évidemment. Donc l'entreprise doit être porteur des services qui vont convaincre les gens d'utiliser davantage les services ferroviaires, que ce soit dans le monde des chargeurs ou dans le monde des voyageurs. Mais bien sûr aussi, les États doivent jouer un rôle. Quand on est sur un secteur comme la mobilité, il faut que les États jouent un rôle, sinon on ne va pas y arriver, parce que pour y arriver, il faut des infrastructures. Là, on est en plein de ce que vous avez dit. On peut corriger les impacts de l'activité humaine si on agit sur les infrastructures de décarbonation. C'est ça l'enjeu. Bon, si on est convaincu, comme moi, qu'investir dans le ferroviaire, ça permet de décarboner la mobilité, il faut le faire. Oui. Bien sûr, il faut le faire. Alors, on a de la chance, il y a une forme d'alignement des planètes en ce moment au niveau mental. Après, il faut que ça passe à l'acte, c'est toujours pareil. Il peut y avoir un petit écart entre ce qui se dit, ce qui se pense et les faits. Au niveau de l'Union européenne, c'est le Green Deal. Donc, je pense qu'il y a une volonté sincère au niveau européen de financer des programmes autour du ferroviaire et du report modal. Tant mieux. Je pense qu'au niveau français, dans la prochaine campagne présidentielle, ça doit être un enjeu important, au-delà des transports d'ailleurs. Moi, je regarderai avec attention les programmes des candidats. Est-ce que pour de vrai, on veut s'attaquer au problème ou pas? Voilà, il faut vraiment aussi, moi c'est quelque chose que je regarderai de manière très précise.
Je le regardais particulièrement pour les transports et pour le transport ferroviaire, parce que je sais qu'il faut investir sur le réseau ferroviaire français si on veut qu'il soit à la hauteur de ces éléments. Voilà, je pense que le ferroviaire, on est du côté de la solution, mais on a besoin d'investissement, on a besoin d'évolution de règles du jeu. En ce qui concerne la SNCF, c'est très clair, on est plutôt pour inclure dans le système européen carbone toute la mobilité. On a des accords là-dessus, hein. On se heurte un peu à ça. Pourquoi on se heurte à des désaccords? Parce que les gouvernants français, on peut le comprendre, sont hésitants. Ils sont un peu polytraumatisés des bonnets rouges et des gilets jaunes. Voilà. On a un vécu compliqué autour de mesures étatiques qui auraient pesé sur le report modal. La réaction des citoyens ou de certaines parties des citoyens est très présente dans les esprits. Et c'est vrai que la réconciliation, la capacité à réconcilier des politiques publiques fortes à base de fiscalité avec l'acceptabilité par les citoyens, à mon avis, est clé. Il faut vraiment travailler là-dessus, sinon à nouveau, il y aura ou de l'hésitation et on ne sera pas à la hauteur des enjeux, ou des réactions très fortes d'hostilité qui viendront contrarier les décisions prises. Voilà. Donc pour moi, c'est très important. Et deuxième élément qui est important, je viens nourrir ce que vous avez dit, la SNCF est volontaire. On veut nous aussi être une entreprise éco-industrielle, au-delà du report modal, bien sûr, dont je viens de parler. C'est quoi les enjeux industriels de la SNCF? Se passer du diesel d'ici 2050. On s'inscrit complètement dans l'objectif de zéro émission de net 2050. On a encore 20% de nos trafics voyageurs et fret qui se feront avec des moteurs diesel. Il faut enlever les moteurs diesel. On ne va pas électrifier ces lignes. Ça serait pas logique du tout en termes, là, pour le coup, de pertinence de l'investissement qui serait fait. Donc il faut travailler sur les motorisations. À court terme, moteur hybride, moteur à batterie. Et à moyen terme, je fais partie des gens qui croient beaucoup à l'hydrogène, qui croient aussi, d'ailleurs, peut-être, vous l'avez dit, c'est une panel de solutions. Il faudra travailler aussi sur les biocarburants, etc. Mais je pense que l'hydrogène peut être une réponse de fond à la question comment se passer des moteurs diesel. On veut aussi devenir un producteur d'énergie. On l'a été nous-mêmes dans les années 70-80. On se souvient des barrages hydroélectriques dans les Pyrénées, hein, qui étaient propriété de la SNCF. On les a vendus, c'est trop tard. On ne réinvestira plus. C'est chez vous peut-être? Moi, c'est chez vous. Voilà, très bien. Ben voilà. On sait où ils sont, mais tant mieux, ils sont quelque part. Voilà. Ils ne sont pas fermés, donc c'est déjà ça. Bon, moi, je pense que la SNCF a des parties de territoire industriel qu'on pourrait équiper de panneaux solaires. Moi, je souhaite qu'on s'engage dans des politiques très volontaristes d'implantation de très grandes surfaces de panneaux solaires sur les emprises de la SNCF. On commence à discuter partenariat industriel avec EDF, avec Total. Voilà, on est vraiment en train de regarder ça à grande échelle. Je crois que l'enjeu, c'est l'audace. Il faut penser grand. Il n'y a pas de solution. Il y a un ensemble de petites solutions, mais quand on est une grande entreprise publique comme nous, il faut l'audace, il faut de la vision, il faut penser grand. Voilà un peu les grandes directions sur lesquelles j'engage la SNCF. Je dirais aussi, troisièmement, qu'il y a un effet de mobilisation interne très très fort. On est sur des sujets qui intéressent les citoyens. On parlait des jeunes générations. Je suis sûr qu'une entreprise qui se lance dans des programmes comme ça, elle va attirer beaucoup de jeunes qui auront envie de rentrer dans une entreprise qui fait ça, parce que ça donne beaucoup de sens à l'action de chacun. Voilà, je pense pour l'ensemble de ces raisons, et je le redis, la SNCF est prête à rejoindre les initiatives qui sont déjà prises au niveau mondial. Merci Jean-Pierre. Il faut agir pour réconcilier finalement la mobilité d'un côté et la protection de la planète de l'autre. Merci Jean-Pierre Farandou. Du train à l'automobile, on fonce au Canada. On va retrouver Linda Hassenfratz de l'Inamar Corporation. Bonjour. Hello. Bonjour. Quel est votre point de vue sur ces questions Quel est votre point de vue? Oui, merci. C'est un réel plaisir de me joindre à vous cet après-midi pour cette discussion. Juste un petit peu le contexte. Qui est l'INAMA? Nous sommes une entreprise de fabrication diversifiée. Nous avons une empreinte mondiale, 61 usines à travers le monde. 70% de notre activité est dans l'automobile, les pièces automobiles, et cela représente une énorme possibilité, une énorme opportunité en termes de changement de climat. 30% de notre activité est industrielle, donc nous récupérons des équipements sous le nom de McDonald's. Ce sont des industries, et McCulture en particulier. Il s'agit de domaines d'opportunités énormes lorsqu'il s'agit d'évolution technologique qu'il faut voir arriver. Je voulais vraiment faire partie de cette discussion parce que
Ce panel implique que le changement de climat est un défi pour l'économie et pour l'industrie. Mais moi, je crois le contraire. C'est notre plus grande opportunité pour avoir une croissance soutenue et considérable à l'avenir. En fait, le changement de climat, c'est vraiment la stratégie sous-jacente en termes de développement de produits, en termes de développement de process et notre façon de faire fonctionner les usines, les infrastructures, chacun dans nos activités. Et puis, dans l'activité de mobilité, la priorité, c'est bien sûr l'électrification, la réduction d'émissions, d'avoir des choses plus légères, des choses qui sont moins bruyantes. Et l'efficacité des véhicules est également très importante. Donc, nous nous concentrons sur l'électrification. Donc, nous essayons de trouver des façons de réduire la consommation d'énergie dans nos produits. Donc, il s'agit de numérisation, il s'agit de gestion efficace de nos flottes ou des flottes de nos clients plutôt. Et dans notre activité de récupération, il faut une agriculture de précision pour tout ce qui est récolte. Il faut vraiment cibler les besoins. Cela améliore l'empreinte écologique. Et donc, il faut une meilleure efficacité aussi dans ce domaine de la récolte agricole. Il y a énormément de changements qui ont lieu en termes d'empreinte carbone et efficacité fonctionnelle. Et cela représente des avantages financiers. Si on peut réduire notre consommation d'énergie et notre consommation d'eau, on fait des améliorations écologiques, mais aussi en termes de coûts de fonctionnement de nos entreprises. Donc, ce sont des mesures que nous suivons de manière systématique, la consommation d'énergie par dollar de vente. Donc, systématiquement, on essaie de réduire tout ce qui est consommation. Ce sont des indicateurs que nous voulons voir s'améliorer année après année. Donc, quelques pensées sur nos solutions. Comment est-ce que nous les avons développées? Tout le monde a parlé de la nécessité d'agir aujourd'hui pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs à l'avenir. Mais je pense qu'il faut être prudent quand même. En termes de techniques appliquées. Il faut être concentré sur des solutions d'un bout à l'autre. On ne doit pas se concentrer sur des petits bouts. Il faut avoir une approche plus holistique. Le secteur de la mobilité est un bel exemple de cela. Donc, il y a beaucoup de transitions. On passe aux véhicules électriques, à batterie électrique. Le problème, c'est qu'avant d'avoir une infrastructure énergique qui est propre, on ne va pas vraiment avoir l'impact voulu en termes de toutes les émissions. Si on enlève les émissions du pot d'échappement, eh bien, au niveau de l'usine de production d'énergie, il n'y aura pas tellement de différence. Donc, il faut faire les deux. Il faut changer. Il faut opter pour les véhicules à batterie électrique, mais il faut également changer l'infrastructure énergétique. Et nous devons passer aux véhicules alimentés par l'hydrogène. Et pour cette même raison, voilà, il faut une solution de A à Z qui est verte. Et c'est ça, la solution à hydrogène. Donc, c'est l'utilisation de l'eau. C'est une énergie réutilisable. On peut stocker l'hydrogène de manière temporaire. Il y a beaucoup d'autres exemples côté agriculture, côté pipeline. Aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance au pipeline, mais bon, il s'agit de choses qui sont assez sécurisées et on n'a pas autre possibilité pour l'instant. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut se rendre compte que beaucoup de ces stratégies seront des stratégies à long terme en termes de leurs résultats et leur déploiement. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut démarrer tout de suite, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps et il faut du temps pour les investissements. Il y a énormément d'investissements à faire. Regardons la transition à la mobilité électrique. C'est un bel exemple. Aujourd'hui, 5% des 80
millions de véhicules fabriqués par an sont électriques. Donc la transition vis-à-vis des 95% qui ne sont pas électriques, là, il faut énormément d'investissement. Et cela demande aux consommateurs d'accepter les prix aussi. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une vision à long terme. Oui, merci. Vous m'entendez? Bonjour. Je ne la vois pas. Bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous pour un peu revenir sur finaliser ce diagnostic, puisque vous êtes spécialisé un peu dans ces questions de transition énergétique, et vous pouvez poser un peu un diagnostic sur les coûts, ce que ça représente. Allez-y. Oui, vous devez savoir qu'on ne s'entendait pas. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez dit auparavant. Et je suis très contente que vous souhaitiez avoir des femmes, mais il faut présenter les femmes tout comme vous présentez les hommes. C'est une bonne façon de procéder lorsque on a des femmes présentes lors de panels. Donc, on ne s'entendait pas. Donc, je vais parler de 3 points. Tout d'abord, si nous sommes sérieux en termes de transition et de décarbonisation, la première chose à faire, c'est il faut remplacer les énergies fossiles parce que ces énergies existent bel et bien encore en Europe. Nous travaillons avec Marlon Brands au sein du GIEC et il y a eu des analyses et nous savons que si nous sommes sérieux en termes de décarbonisation, les investissements dans le charbon devrait être éliminé presque tout de suite. Et l'investissement dans le gaz, dans le pétrole, cet investissement-là devrait être fortement réduit. Et il y a un bon seuil à garder à l'esprit lorsqu'on pense au pays. L'investissement dans des technologies non fossiles doit être augmenté à 50% du système énergétique. On devrait arriver à 80%. Et une bonne partie de cela doit être envoyée vers le solaire et l'éolien. Mais une bonne partie de l'investissement doit être pour les infrastructures vertes et le stockage pour stabiliser les intermittences introduites par la présence d'énergies renouvelables. Nous voulons tous l'énergie verte, mais nous voulons également une énergie qui est fiable parce que c'est très important pour le développement économique. Alors sur ce, il y a d'autres points clés qu'il faudrait garder à l'esprit lorsqu'on songe à la transition. Il y a un troisième point qui concerne plutôt qui concerne 2050 ou 2060, donc un peu plus loin, où on tend vers le net zéro en termes d'émissions, donc les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on entend net zéro, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à net pour toutes les émissions, mais cela veut dire que certains secteurs vont continuer d'émettre, dans quelques secteurs industriels, par exemple, parce que c'est difficile pour ces secteurs de changer tout de suite. C'est difficile de réfléchir, de trouver une solution à bas carbone. Et puis, il y a d'autres secteurs qui doivent compenser les autres. Donc, il faudrait des secteurs qui produisent des émissions négatives. Ça veut dire qu'on prend le CO2 de l'atmosphère, on le stocke. Mais on le stocke où? Soit au niveau de la biomasse, mais si c'est dans le biomasse, il faut que ça reste dans le biomasse, ou alors sous terre, donc, ou dans des silos. Donc, il y a plusieurs technologies. Et puis, il y a des technologies qui arrivent à produire de l'électricité en même temps qu'ils stockent le CO2 de l'atmosphère. Donc, il s'agit des points principaux. Il y avait un rapport qui vient d'être publié en France
le rapport Blanchard. Donc, il y a un chapitre important sur le changement de climat. Il y a beaucoup de points difficiles qui sont traités dans ce rapport, ainsi que d'autres points qui sont très intéressants. Donc, c'est un rapport très intéressant. Donc, merci beaucoup. Bossetti. Merci, Valentina Bossetti. Chose parfois alarmante. Michel Fredo, vous vouliez avoir un message un peu positif autour de plan de relance et nécessité d'adaptation. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est un risque pour les entreprises, mais c'est aussi une opportunité de créer le business de demain et donc de construire un avantage concurrentiel. Nous, on est convaincus que le plus tôt on s'y met, le mieux on se porte. Parce qu'il y a quand même une notion de développer ces solutions, même si ça rajoute des coûts, ça permet de mieux les maîtriser que les autres. Ensuite, il y a toute une batterie d'éléments qui vont s'inscrire. Il faut décarboner ces opérations, mais il faut aussi inventer le business de demain. Ça demande énormément d'innovation. Et là encore, il va falloir que les entreprises puissent aussi réfléchir à comment ils vont faire évoluer leur modèle d'activité. On voit bien que c'est un travail d'écosystème, que chaque entreprise ne peut le faire qu'à sa maille. Même quand on parle du scope 3, on parle des fournisseurs et on parle de toute la chaîne de valeur. Donc on ne peut pas le faire tout seul. Et nouer les bons partenariats, il n'y en a pas tant que ça. Et aussi, le plus tôt on s'y met, on choisit les meilleurs. L'autre élément, j'ai dit que beaucoup de financiers et d'investisseurs se mettent dans la bataille. Donc si on veut avoir accès aux meilleurs financements, il faut avoir les meilleurs projets, et ça c'est tout de suite. Et le dernier point, c'est les talents. Ça va être la guerre, hein, parce que tout ça, ça demande des nouvelles compétences, et on les a pas. Enfin, on n'en a qu'une partie, et donc il va falloir les développer. Et donc ce sont des éléments importants. C'est vrai au niveau de l'entreprise, c'est vrai au niveau du pays. On a la chance d'avoir en France un contexte hyper favorable sur ces problématiques de climat et d'environnement d'ailleurs. Même si on peut faire des gros progrès, on a quand même un environnement qui est autre chose que l'Afrique du Sud ou que la Chine. Et on a des entreprises qui sont quand même des champions. Donc comment on conserve cet avantage concurrentiel au niveau du pays pour qu'en 2030, on ait toujours les champions? Je pense que c'est aussi un autre élément fondamental parce que la France a tout pour gagner. Merci à Michel Fredo. Une phrase de conclusion parce que Valérie Masson-Delmotte voulait peut-être nous rassurer. En fait, on parle d'un contexte d'une pandémie majeure. Et peut-être le point qu'on n'a pas abordé, c'est à quel point des politiques publiques extrêmement ambitieuses en matière de climat, elles sont extrêmement vertueuses en matière de santé publique. La décarbonation de l'industrie, des transports, c'est ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'air de manière très nette, qui a un poids majeur en fait, en termes de santé publique, en particulier dans les pays émergents d'ailleurs. Le deuxième point, c'est la mobilité active. On a des enfants qui ont perdu en capacité physique pendant les confinements d'une manière extrêmement préoccupante partout dans le monde. Les pieds, le vélo, la marche, les infrastructures pour ça, les solutions qui permettent de combiner les différentes formes de mobilité dans les trains, dans les gares, etc. Ça, c'est un enjeu majeur. Et le dernier volet, l'alimentation la plus saine, qui permet de vivre longtemps et en bonne santé, c'est aussi l'alimentation qui a l'impact climat et biodiversité la plus réduite. Mais ça demande de sortir des silos, en fait, pour construire justement des politiques publiques qui maximisent les bénéfices. Merci Valérie Masson-Delmotte. On va être obligé de conclure. Je vais laisser peut-être Claire, dernier mot. Merci Bruno. Un mot, je crois d'abord pour se dire que ce qui est tout à fait marquant, c'est que maintenant, il y a un vrai consensus sur le besoin d'agir, sur l'urgence, et ça, c'est une première très bonne nouvelle. Vrai consensus donc sur le besoin d'agir, vrai consensus aussi sur les moyens d'y arriver. Je pense que tout le monde autour de la table a parlé de la nécessité de changer les moyens de production, de changer d'habitude de consommation. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a des réalités sectorielles qui sont variées. Il y a aussi des questions d'acceptabilité. Et là aussi, c'était en filigrane dans cette table ronde. Je pense qu'on est là aussi, je crois, tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas les sous-estimer. On a parlé d'une transition juste qui réussit à embarquer l'ensemble des acteurs. Cette acceptabilité, c'est l'acceptabilité sociale, c'est aussi l'acceptabilité tout simplement de penser différemment les modes de production. Hein, et quand on voit le débat qui existe en France sur la question de l'implantation des éoliennes, la difficulté qu'il y a à développer l'éolien offshore, on se dit qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui, maintenant que le consensus existe sur l'urgence de l'action, il y a vraiment une urgence aussi à rendre possible l'action.
Voilà, donc je crois cette table ronde est un petit caillou sur le chemin et j'espère que d'autres débats continueront à y contribuer dans ces 2 journées.